Je dis aussi bonsoir à Twitch et je dis aussi bonsoir à Québec qui est au pub universitaire actuellement aussi en live avec nous. Bienvenue à tous pour cette soirée du 24 heures de science. Alors je vous rassure, on va pas faire 24 heures, on va juste faire 2 heures. Mais c'est inclus dans le 24 heures, nous apportons notre petite pierre à l'édifice. Le 24 heures de la science, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée qui est organisée partout au Canada pour faire en sorte de promouvoir les sciences et la vulgarisation des sciences. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous ce soir pour interviewer deux chercheurs de la communauté de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, et aussi pour être votre hôte pour un petit test de vos connaissances sur le golfe du Saint-Laurent et sur les océans en général. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, je vous retrouve à la pause après notre premier segment. Et je suis très content d'accueillir sur scène Gwenaëlle Chailloux. Bonjour à toi, Gwenaëlle. Oui, bonjour. Qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, plus spécifiquement à l'Institut des sciences de la mer, que je vais avoir le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Donc, Gwenaëlle, tu es professeur donc, à l'Université du Québec à Rimouski. Est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu et de proposer un petit peu quel est ton parcours et où tu en es arrivé là? Ben... OK, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais redire mon prénom qui est un peu particulier. C'est Gwenaëlle. Ça veut dire, ça veut dire Angèle quand on le traduit, hein? Un vrai petit ange, pour ceux qui me connaissent. Il y en a qui rigolent ici. C'est Alors, honteux. non, on ne rigole pas dans les étudiants, là. Alors, je suis professeure à l'ISMER depuis 2018, mais j'étais professeure ici à l'UQAR avant en géographie et je suis spécialisée en géochimie ou chimie des milieux aquatiques. D'accord, géochimie. Géochimie, donc de la chimie, et tu mets de la géologie ou de la géographie avec ça? Un peu des deux? Ben, les deux, la géologie et la géographie étant relativement liées quand on s'intéresse aux sédiments de surface. Donc, on s'intéresse aux réactions chimiques ou aux interactions chimiques qui a lieu entre le continent et l'océan ou dans les sédiments, dans les vases, aussi bien dans les lacs, dans les rivières que dans l'océan. Donc les sédiments qui arrivent depuis la Terre et qui font une interface avec le milieu marin finalement. Oui, ben, moi, je m'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe dans le milieu côtier, mais aussi ce qui se passe dans les aquifères, donc tout ce qui est réserve d'eau souterraine, mais qui sont en milieu littoral. Donc, je m'intéresse à une bande qui fait à peu près 1 kilomètre du rivage jusqu'à l'intérieur des terres, et puis qui peut faire jusqu'à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres dans l'océan. D'accord. Et en fait, du coup, j'entends par ton accent que toi non plus, tu n'es pas du Québec. Oh, Je, merci, je tu l'as crois. remarqué. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'est fait venir au Québec finalement dans cette belle région qu'est le Bas-Saint-Laurent? Oh là, qu'est-ce qui m'a fait venir? Ben moi, j'ai fait toutes mes études à Nantes, mes études de chimie. Je suis d'origine nantaise, de Saint-Herblain, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis des... Il y en a de Saint-Herblain? Oui! Ah non! Et j'ai fait toute ma scolarité là-bas, avec après une licence de chimie, chimie physique, chimie des solides à l'Institut des matériaux de Nantes. Puis, bah, ça me plaisait pas trop. Je n'aimais pas vraiment ça. Je n'étais pas vraiment une bonne élève, à vrai dire. J'ai cherché à faire autre chose. Puis, j'ai eu 2 choix finalement. Mon premier choix était de partir en Allemagne, à Düsseldorf. J'aurais pu rejoindre Geische là-bas pour continuer en chimie physique. Et j'avais toujours l'envie, parce que j'ai toujours fait de la voile dans ma vie. Nantes, on est sur la Loire. La Baule, c'est l'océan Atlantique. Donc, j'ai toujours fait du bateau, toujours eu les pieds dans l'eau. Je, je me suis inscrite comme ça, mais en disant, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça sera pas possible, à des maîtrises d'océanographie. Je me suis inscrite à celle de Brest et puis à celle de Bordeaux. Et celle de Bordeaux a répondu oui. Alors, j'ai annulé l'Allemagne. Excuse-moi, Geische. Et je suis allée dans la belle région de Bordeaux, qui n'était pas si loin de ça de chez moi. Donc, et là-bas, j'ai fait de l'océanographie et de la paléosonographie. Donc, c'est là que j'ai fait de la géologie, finalement, des sédiments de surface. Beaucoup de sédimentaux, puis de l'étude du littoral.
D'accord, donc en fait, dans ton parcours, tu t'es pas dit, par exemple, tiens, j'allais faire spécifiquement de la de l'éco-géologie côtière, par exemple, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant que tu nous donnes justement ton avis là-dessus, parce que les personnes que j'ai interviewées plusieurs fois dans la chaîne sont des étudiants, sont des postdocs, qui sont en train justement d'arriver, si possible, ou pas d'ailleurs, à un poste de professeur. Et toi, tu es professeur ici, donc est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais me destiner à faire ça en particulier, ou c'est arrivé pendant tes recherches, avec des rencontres, avec un peu Ah oui, l'opportunité? moi, pas du tout. J'avais tout plein d'autres choses à faire que de l'océanographie puis de la chimie dans ma vie. J'ai commencé je voulais absolument être monitrice de voile l'été et monitrice de ski l'hiver. C'était mon rêve absolu. Et pendant longtemps, ça l'a été. Jusqu'au début de ma thèse, ça l'a été. C'était ça. Puis l'enseignement. C'était l'enseignement aussi. Moi, je viens d'une famille d'enseignants. Mes parents sont enseignants, mes grands-parents sont enseignants. On fait de l'enseignement chez nous. Alors, pour moi, c'était avant tout, peut-être avant tout ça, je me disais, oh, peu importe où je vais le faire, puis je vais réussir à un moment donné à passer les concours, parce qu'en France, c'est des concours qu'il faut passer pour être enseignant. Puis finalement, lors de ma licence que j'aimais pas, j'ai étudié les oxydes de manganèse. Puis vous allez me dire, les oxydes de manganèse. Je les ai étudiés dans un système plutôt vraiment très théorique de cristallographie et tout. En tout cas, sur le coup, je trouvais ça vraiment pas intéressant. Mais quand je suis arrivée à Bordeaux, il fallait faire un stage. Puis là, j'ai commencé à frapper aux portes des profs. Puis il y a un prof qui faisait de la géochimie et de la diagénèse, donc des réactions dans les sédiments marins. Et son truc central, c'était les oxydes métalliques. Oh, OK. Donc là, je vais le voir. Je dis, hey, moi, je connais, je connais tout sur la cristallographie du manganèse. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais j'en connais vraiment beaucoup, là. Puis il m'a dit, OK, je te prends. Et c'est comme ça, je ne l'ai plus jamais quitté, Pierre. J'ai fait à cette époque-là, donc Master 1, Master 2. À cette époque-là, c'était maîtrise DEA. Puis enfin, j'ai continué en thèse avec lui. D'accord. Donc une thèse que tu as faite près de Bordeaux, si j'ai bien compris, c'est bien ça? À Bordeaux À même. Bordeaux, d'accord. Et tu t'es retrouvé au Québec après tout ça? Oui, parce que quand on va voir un prof, qu'on commence quelque chose avec lui, là, ben, un projet, souvent on rentre dans une famille. Hein? On rentre dans un... Disons nous, là, on est formés, mais on a eu des mentors, on a eu des profs qui nous ont formés, on a rencontré des gens. Puis quand on rentre dans un bureau, ben, souvent, il y a toute une histoire dans ce bureau-là. Ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fin de compte. Je suis rentrée dans le bureau de Pierre, puis Pierre, il revenait de Rimouski. Donc, il n'y a jamais rien sans rien. Puis, il était parti en postdoc. Il n'y en avait pas beaucoup en France à cette époque-là qui partaient en postdoctorat, mais lui avait parti 3 ou 4 ans ici. Puis, il avait tripé. Il aimait ça, il voulait revenir. Pour lui, c'était l'Ismer, Rimouski, c'était super. C'était the place to be. Oh oui, il a vraiment. Et puis, il y avait il y avait 2, 3 profs avec lui qui sont devenus moi aussi mes mentors finalement, que j'ai rencontrés, puis qui m'ont pris un peu pouf sur leur aile. Puis, quand j'ai fini ma thèse, au moment, un mot pour ceux qui finissent leur thèse, ne cherchez pas de postdoc quand vous finissez la thèse, cherchez-le avant. Je soutiens. Donc, peut-être à la moitié de mon doctorat, qui est très court en France, on a juste 3 ans pile poil. Hein, donc, j'ai contacté tout plein de monde. À cette époque-là, on écrivait des lettres qu'on envoyait par la poste. Puis, je me revois encore lécher mon enveloppe, là, puis mettre mon temps et le mettre dans la poste. Puis, j'en avais une vingtaine. Parmi la vingtaine, il y en a quelques-uns seulement qui m'ont répondu. Ça prenait du temps, ça prenait plusieurs mois avant d'avoir des réponses aussi en lettres. Et Bjorn Sundby, qui était à cette époque-là, qui était un prof d'Elismer, mais qui était à cette époque-là à Montréal, m'a répondu, si tu veux, nous on te prend, viens quand c'est terminé chez toi. Donc là, j'étais vraiment contente. Donc ça m'a vraiment motivée à terminer la thèse. Puis je suis arrivée à Montréal un 4 janvier 2004 à moins 37
Ah oui, un premier contact avec le Québec froid, donc. Qui faisait froid, puis là, non, c'était c'était quelque chose. Et c'est pour ça que tu t'es dit que tu allais venir à Rimouski, parce qu'il fait encore plus froid, finalement. Oui, c'est ça. Non, ben ça, c'est le hasard de la vie. Après, Les moi, annonces, les ben, opportunités. Oui, ben moi, je suis retournée en France entre-temps. J'ai fait mon postdoc, puis ça a pris... Je suis restée longtemps en postdoctorat, puis après, c'est les hasards de la vie qui m'ont amenée jusqu'ici. Mais l'ISMER était toujours... Mon postdoc était en partenariat aussi avec l'ISMER. Je comprends. Sur les personnes qui sont dans le chat, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre en live. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à lever la main, on en parlera. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton projet. Parce que justement, tu as de ton projet en tant que professeur. Mon projet ? Ton projet, le projet, les projets. Hein. Exactement, donc un professeur a beaucoup de projets, a beaucoup de choses à faire, effectivement. Et tu as commencé à nous parler justement des mots comme diagénèse, des mots comme les sédiments qui arrivent entre l'interface côtière. Est-ce que érosion côtière, ça peut aussi t'intéresser? Tous ces mots-là, qu'est-ce qui finalement t'apporte justement la motivation de faire tes projets dans la science, et quels sont ces projets justement? Si tu devais nous en citer que un ou deux, par exemple, qui sont selon toi les plus importants. Ouais, je vais d'abord je vais décrire les projets, puis après je vais revenir sur mes motivations. Je vais vous faire... Est-ce que je peux te dire 3 projets? 3 projets, ça me va. Ok, super. Mais pas 4, 3. Ok. Je vais les classer. Je vais en classer quelques-uns sous le même nom. Parfait. Ok, j'ai actuellement, pour vous donner un aperçu en ce moment dans mon équipe, parce que c'est pas moi, hein, c'est pas seulement le prof qui travaille, il y a toute une équipe derrière d'étudiants, d'agents de recherche, de chercheurs postdoctorants. C'est pas seulement le prof, c'est pas moi là que vous voyez sur la chaise qui fait tout ça. Là, je serais bien incapable de tout faire en même temps. Puis c'est grâce à vous, les chers étudiants, qu'on arrive à avancer et à faire des belles choses. Donc, dans ces belles choses-là qui sont faites actuellement, j'ai 3 grands champs de recherche. J'ai un premier champ de recherche, je vais démarrer sur le continent, qui est sur la qualité de l'eau en milieu côtier et l'impact de la dégradation de la qualité de l'eau par la salinisation. Donc, c'est le fait que l'océan, le niveau marin augmente, monte. On a de l'érosion, comme tu parlais. Et là, on va déplacer finalement l'intrusion saline. Donc, notre biseau salé va être déplacé. On va avoir de l'eau salée qui va aller migrer dans les réservoirs d'eau douce qui sont normalement sous nos pieds et que nous, on utilise pour boire. C'est ça, c'est pour ça que tu parles d'intrusion. C'est vraiment, ça arrive dans un milieu qui n'est pas censé être leur premier milieu. Exactement, c'est vraiment de l'eau de mer qui augmente, qui entre dans le milieu de l'aquifère. L'aquifère, c'est le réservoir finalement. Puis l'eau, c'est l'aquifère, c'est le contenant, le contenu, c'est l'eau. Puis l'eau de mer va rentrer dans ce contenant-là, puis va se mélanger avec l'eau douce et finalement va changer la qualité de l'eau. Puis ça a des impacts sur notre potentialité de consommation de cette eau-là, mais aussi sur notre santé humaine. Parce qu'on peut boire cette eau sans s'apercevoir que finalement, elle n'est plus potable. Et actuellement, on a des listings de normes qui ne sont pas forcément adaptées aux problématiques qu'on a en milieu côtier. Donc, OK, il y a le sel. Le sel est une problématique on ne peut pas boire de l'eau trop salée. Mais puis là, les étudiants de chimie qu'on fait le master, ils savent, quand on change la force ionique, on va désorber certains éléments de particules et cette désorption, cette mobilisation de nouveaux éléments dans l'eau fait que ces éléments ne peuvent ne pas être bons pour notre santé humaine. Tu penses à quels éléments, par exemple? Je pense à l'arsenic, notamment. Boire de l'arsenic, éviter ça. Je pense à l'arsenic, je pense à des isotopes radioactifs aussi, tels que le radium, le radon, qui sont produits parce qu'il y a de la salinisation et qui sont dans l'eau en milieu littoral. Donc, actuellement, on travaille là-dessus pour essayer de voir où est-ce qu'il y a de l'intrusion saline et quelles sont les perspectives
pour les 50 prochaines années. Et quel est le portrait actuellement de la qualité de l'eau et de la santé des humains qui boivent cette eau-là. Donc, c'est un projet qu'on dit intersectoriel. On travaille avec des gens en santé des communautés et qui s'intéressent vraiment à comment les gens, est-ce qu'ils savent que leur eau n'est pas bonne à boire ou est-ce qu'ils ont pris des alternatives pour placer des filtres ou des choses comme ça qui Donc leur un permettent projet très concret dans les communautés finalement, que ce Oui, soit les ça, communautés côtières. c'est un projet avec des ministères puis avec des agences de la santé publique. Ouais. Ouais, est-ce que ce projet-là, parce que tu parles justement du côté de savoir si la qualité de l'eau, est-ce qu'elle est potable, est-ce qu'elle est buvable, est-ce que ça peut proposer aussi des effets justement sur la santé? Est-ce que ça, c'est aussi en lien avec les normes, par Oui. exemple, qui sont étudiées par les ministères, enfin mises en place par les ministères? Donc oui, c'est ça. C'est du coup, tu peux influencer directement sur est-ce qu'une eau est impropre à la consommation ou non. Enfin, On pas peut influencer, lever des mais drapeaux c'est finalement, ça. lever en disant faites attention dans vos listes ou dans les choses que vous dites aux gens de faire analyser. Il n'y a pas ces éléments-là parce que c'est pas habituel. On les fait dans les universités, mais souvent les bureaux accrédités ne mesurent pas ça si on leur demande pas. Puis monsieur et madame tout le monde, ils savent pas forcément qu'il faut le faire. Donc l'arsenic, ça a été une très grosse surprise dans notre région. Il y a des zones très riches en arsenic. C'est lié à notre géologie. Et il y a des gens qui n'étaient pas au courant qui buvaient une eau riche en arsenic. Puis après, il y a un autre niveau finalement en santé publique, c'est de savoir où se trouvent les gens. C'est de faire c'est quoi la santé des gens qui boivent cette eau-là aussi. Donc, il y a un niveau vraiment de qualité de l'eau, de faire le portrait. Puis par-dessus, il y a un autre niveau de connaissance que ce sont nos collègues en santé publique qui font avec tous les ministères où on peut avoir l'âge des gens, est-ce qu'ils ont eu des cancers, est-ce qu'ils ont des problèmes, est-ce qu'ils savent tout ça. Puis on essaie de matcher ça ensemble et puis de sensibiliser les gens, les utilisateurs. Donc quand on va chez eux, on les sensibilise à qu'est-ce qu'ils boivent finalement. Et c'est ça que je trouve beau dans justement ce que tu présentes, c'est que tu as vraiment un projet qui est à la fois, on essaie de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas encore sur les masses d'eau, parce qu'on pourrait se dire, tiens, les masses d'eau, je bois de l'eau, donc je connais tout sur l'eau. Pas du tout, du coup. Tu as un côté aussi très pratique sur le fait de dire, tu peux protéger aussi les populations avec ce côté justement de veille environnementale aussi sur la santé. Et tu parlais de l'intersectionnalité, justement. Sectorialité. Interdiscipline, tout ça. Ouais. Donc en gros, tu as vraiment le lien, tu fais une passerelle vraiment intéressante, je trouve, entre le fait que c'est pas cloisonné, justement, ta recherche. C'est quelque chose qui est vraiment sur plusieurs domaines différents. Oui, je pense que je pense qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment, on n'a pas vraiment le choix que de décloisonner notre recherche puis de la rendre accessible ou en tout cas de la rendre utile à quelque chose. Il y a deux trucs qui nous mènent à ça finalement. Les étudiants, c'est ça, ils aiment ça. Ils se sentent plus concernés et plus mobilisés là, quand c'est quelque chose qui les touche. Puis deux aussi, c'est nos instances subventionnaires qui nous encouragent à faire à faire ça. Et je pense que c'est pour le bien de nos communautés, notre bien. Complètement. Et le temps passe vite. Donc, il va falloir que je te demande seulement un deuxième projet et pas un troisième. Je suis désolé. Là, c'est crève-cœur. Je suis désolé. Mince. Donc, si tu devais nous présenter un deuxième projet qui t'intéresse vraiment dans ta recherche. Tous m'intéressent, là, c'est ça. Mais là, je les vois, mes étudiants, puis on se dit, pourvu que ce soit mon projet qui l'intéresse. Aude, elle me voit moins, alors je vais skipper l'article. Mais l'article, c'est intéressant aussi. Ouais, mais je veux vous parler du Saint-Laurent plutôt, parce qu'il est à notre porte, il est là. Alors, ça va peut-être même donner des réponses pour le quiz tout à l'heure. C'est intéressant. Alors écoutez-moi bien. Deuxième projet qu'on a actuellement, deuxième grand volet, c'est le Saint-Laurent et la sous-oxygénation des masses d'eau profondes. Donc, dans le Saint-Laurent, actuellement, il y a une problématique de diminution des concentrations d'oxygène dans la masse d'eau qui nappe le fond du Saint-Laurent et qui vient de l'Atlantique Nord. Donc, c'est une masse d'eau qui est formée très loin de chez nous, sur les bancs de Terre-Neuve, plutôt en Nouvelle-Écosse, là, début Détroit de Cabot et tout, puis qui plonge et qui vient
napper, tapisser, ouais, c'est ça, le fond du Saint-Laurent, et qui met plusieurs années du détroit de Cabot jusqu'à Rimouski, puis jusqu'à Tadoussac pour ressortir. Mes étudiants devraient le savoir, ça, justement, sur les masses d'eau. Tu parlais du fait que ça tapisse, mais du coup, la masse d'eau, est-ce que c'est en lien avec les phénomènes qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment sur le concept d'anoxie et d'hypoxie, justement? Oui, c'est tout à fait ça, finalement. C'est la désoxygénation, c'est de l'hypoxie. Ben, à partir du moment où tu atteins un certain seuil, tu franchis le seuil de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est un seuil théorique de concentration d'oxygène qui a été mis en place par les biologistes pour un type de poisson donné ou d'un type d'organisme. Geisha, est-ce que je me trompe? Ah, tu vois, elle m'écoute pas. Hein? Mais enfin! Non, l'hypoxie, ça a été mis en place pour un type d'organisme, hein, c'est ça, surtout les poissons. Geisha vient de dire, ouais, surtout les poissons. Geisha, qui est une autre professeure à l'université, qu'on aura peut-être le plaisir d'interviewer plus tard sur d'autres émissions de la chaîne. Voilà, petit teaser, on revient à toi. Puis, l'hypoxie, donc c'est un seuil théorique, ça ne veut pas dire que tous les organismes ne supportent pas d'avoir des concentrations d'oxygène en dessous de cette concentration-là. Mais dans le Saint-Laurent, on a une décroissance de l'oxygène depuis 80 ans à peu près. Et puis, les 30 dernières années, ça a été assez stable autour de ce seuil-là théorique. Mais depuis 2 ans, là, on chute complètement. On est vraiment dans des concentrations qui sont 2 fois moins que ce qu'on trouvait il y a 3-4 ans. On atteint pour ceux qui connaissent, qui veulent, là, on atteint des concentrations de 30-32 micromolaires. On était à 60-62 encore il y a 4-5 ans. Est-ce que j'ai entendu changement climatique? Exactement, tu as bien entendu changement climatique. Ça, c'est la conséquence des changements qui ont lieu dans l'Atlantique Nord, des changements de différence de masse d'eau qui rentrent dans le Golfe et puis qui alimentent finalement notre Saint-Laurent. Et ces masses d'eau-là sont plus chaudes. Et étant plus chaude, il y a moins d'oxygène dans ces eaux-là. C'est juste un processus, un phénomène physique finalement. Donc, quand ces eaux-là plongent au niveau du détroit de Cabot, puis elles ne revoient pas l'atmosphère pendant de 3 à 7 ans, selon les modèles, là, l'oxygène, le stock d'oxygène qu'elles ont déjà en elles, là, est consommé petit à petit, respirer, pour arriver jusqu'à chez nous où il y en a moins. Donc, s'il y en a moins au départ, il y en a encore moins à la fin. S'il n'y en a pas beaucoup au départ, il n'y en a plus du tout à l'arrivée. Donc, on est dans ce cas-là actuellement. Puis, dans mon équipe, on essaie de documenter ce phénomène-là, puis l'impact que ça a sur l'écosystème du sédiment. Donc, on essaie de regarder dans le sédiment qu'est-ce qui se passe, quels sont les processus. Dans la colline d'eau aussi, qu'est-ce que ça va impliquer, ce grand changement-là des 2 dernières années, et quels sont les processus chimiques qui vont compenser ce manque d'oxygène. Alors, je suis curieux parce que tu parles justement des masses d'eau qui tapissent le Saint-Laurent. On pense à combien de profondeur environ à ces endroits-là? Ouais, on est autour de 320 mètres au droit de Rimouski. Puis on peut aller jusqu'à 360 mètres dans le Golfe. Donc autant dire que c'est quand même assez profond. Oui, c'est très profond. C'est un océan côtier profond là. Voilà. Donc du coup, on va, si tu veux aller avec tes bouteilles en dessous, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup de difficultés à aller là-bas. Donc quel type de machine, d'appareil tu peux utiliser pour justement étudier ce genre de masse d'eau-là, ces environnements qui sont, ma foi, quand même très très loin de nous à la surface? Ouais, on utilise ce qu'on appelle des CTD. C'est un batik dans lequel on a un instrument qui mesure en continu différents paramètres qui sont la conductivité, la température, le pH, l'oxygène. Puis on peut en rajouter d'autres. Là, c'est multiparamétrique. Puis on descend. Donc on est dans notre bateau. Puis on descend ça. Il y a une winch qui descend ça jusque pas dans le fond parce qu'on ne veut pas le mettre dans le sédiment, mais à quelques mètres du fond, il descend, puis il remonte. Puis ça, on a fait ça pendant des années. Là, c'est comme l'instrument fétiche du parfait océanographe. Et ça, on fait des points ponctuels, on fait des stations ponctuelles finalement. Depuis quelques années maintenant, on a d'autres moyens techniques qui nous permettent de faire de plus de continu.
Et notamment dans le Saint-Laurent, on déploie avec une équipe de Laval. Je ne sais pas s'ils sont au bar, si vous êtes au C'est bar. bien possible. On déploie un AUV. Donc, c'est un Autonomous un Unmanned Vehicle. Voilà, c'est un petit sous-marin Petit sous-marin. autonome. Je préfère petit sous-marin autonome que... Petit sous-marin autonome avec qui on communique finalement pour lui dire « Ok, tu vas de telle place à telle place ». Puis lui, donc on le met à l'eau, il se met à la position qu'on veut, à la profondeur qu'on veut. Puis il se déplace comme ça. Puis nous, à côté, on fait de la CTD, on fait du ponctuel. Puis au bout de 4-5 heures, il remonte, puis on le récupère. Mais lui, finalement, il a pris des données aux secondes. Donc, à toutes les secondes, il prend une donnée d'oxygène, en plus de toute une batterie de données. C'est beaucoup de données, ça. Ouais, c'est ça, ça fait beaucoup de données. Et on fait de la cartographie haute résolution avec ça. Donc, si on lui fait faire un transect, là, on n'a pas beaucoup de cartes, là, mais si on lui fait faire beaucoup de transects comme ça, là, on peut avoir une carte haute résolution, avoir une surface finalement à une certaine profondeur ou à une certaine densité dans la colonne d'eau. On préfère parler de densité. Puis on se met à cette densité-là, puis on travaille là-dessus. D'accord. Donc c'est vraiment, on a pu développer tout au long de l'histoire de l'océanographie des méthodes pour aller finalement échantillonner des endroits où l'homme a vraiment de mal à aller voir. Ah oui, puis je pense à entendre aussi. Hein, vous allez parler de son tout à l'heure. Regarde, tout à fait. Il ne t'écoute pas par contre. Mais, le spécialiste du son, il n'écoute pas. Il n'entend rien, il est sourd. Donc vraiment, avec ça, on est capable d'aller voir, parce qu'il y a toujours cet adage de dire on connaît plus la surface de Mars et de la Lune que finalement les fonds marins. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est quand même incroyable de se dire qu'on est capable... Qui a déjà vu des photos du fond du Saint-Laurent? On habite là, et puis il y a Fanny, une sur... Oh, peut-être une cinquantaine, oui. Voilà, ça fait quand même pas beaucoup. Ça fait 4% de l'audience. Parce que j'en ai déjà vu, mais c'est ça. C'est des paysages lunaires aussi. Qui a vu Mars la dernière fois, l'année dernière, avec, comment il s'appelle? Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de statistiques. Avec le rover Perseverance. Ouais, c'est ça. Donc, de quoi? Mais non, c'est très bien les fonds marins. Bon, Gage, je vous partage sa pensée. Elle dit Mars, c'est plus sexy que le Saint-Laurent. T'as dit ça sur Twitch, hein? Ouais, fais attention, tu es entendu par la France entière. Non, mais c'est fou de se dire qu'on a vraiment ce côté d'aller... Tu as vraiment un côté explorateur, finalement. Parce que tu vas dans des endroits où on n'est pas du tout habitué à aller, quoi. Tu as un côté... Tu es l'exploratrice des océans. Oh. Je mets exploratrice avec un E majuscule. Ouais. Non, j'irai quand même pas jusqu'à là parce qu'à côté de moi, il y a vraiment tout un groupe d'ingénieurs et de techniciens qui sont plus explorateurs que moi. Moi, je bénéficie de ça. Je bénéficie de leur expertise et de leur expérience plus. Mais oui, quand on fait de l'océanographie, je pense que c'est un peu ça. Je comprends ton terme d'exploration, c'est pas forcément géographique. Là, c'est ça, parce que ma prochaine question, c'était aussi de savoir est-ce que dans ces endroits-là, on peut découvrir par exemple des espèces. Je sais que toi, tu fais pas beaucoup de biologie dans tes recherches, mais tu peux trouver peut-être des espèces ou des phénomènes que tu n'avais jamais forcément vus avant. Ah ben oui, complètement. Des espèces aussi, on en voit des nouvelles qu'on ne s'attendait pas à voir, notamment dans le fond du Saint-Laurent. Puis des nouveaux processus surtout, des nouvelles, des processus, nouvelles réactions qu'on n'attendait pas. Parce que quand on est en tout cas, quand il y a de l'oxygène, puis qu'on est à l'état qu'on dit stationnaire, on ne voit pas grand-chose. On voit un textbook, on voit ce qu'on nous dit dans les livres, mais dès qu'on fait bouger ça finalement, puis qu'on passe d'un état stationnaire à un autre, donc notre écosystème va transiter. C'est dans cette transition-là finalement qu'on a tout un tas de réactions qui, du coup, apparaissent, mais il faut avoir les bons outils et les bonnes échelles d'exploration pour les voir. C'est vrai, parce que quand tu parles justement de toutes les données que tu as, tu es capable justement d'avoir un continuum entre spatial et temporel aussi, et pas juste d'avoir 2 points. Ce qui veut dire que tu es capable de te dire, est-ce que tu es plutôt sur un phénomène qui va s'accentuer, par exemple, ou quelque chose qui devrait arriver à un nouvel état stationnaire? Oui, dans le Saint-Laurent, c'est ça qu'on souhaite regarder, c'est
est-ce qu'on est en transition vers quelque chose? En 2007, pendant mon postdoc, on a fait de la modélisation pour voir justement qu'est-ce qui allait arriver avec une décroissance continue d'oxygène, celle qu'on observait à cette époque-là. Puis finalement, on est nettement en avance sur ce qu'on pense, puis sur ce qu'on avait prédit. Et là, on est dans un changement, en tout cas, cette année nous le dira en plus, si on a une troisième année. Peut-être qu'on se trompe, c'était juste un soubresaut, hein, puis qu'on va retourner à quelque chose qu'on avait comme avant. Tant mieux pour nous, tant mieux pour l'écosystème. Si on a une troisième année identique, je pense qu'on pourra dire qu'on s'en va vers quelque chose de particulier. Je pense qu'on pourrait en parler toute la soirée, de tout oui, ça et de tous les projets. Avec une bière. Mais le temps avance petit à petit. Donc, je vais te demander une dernière question avant de passer aux questions de l'auditoire. Tu peux prendre une petite bière, il n'y a pas de souci. Si tu devais me donner une chose sur... Alors, attention, prends une deuxième gorgée. Voilà. Si je devais te poser une question sur qu'est-ce que tu serais le plus fier dans ta recherche, de quoi tu serais le plus fier que tu as pu développer pendant ta recherche, à date, parce qu'elle n'est pas finie ta recherche, mais à date. Tu peux prendre une troisième gorgée de bière si tu as besoin. Ouais, attends, je vais boire la bière au complet. C'est fair enough. Le plus fier. Dans ma recherche. Ma recherche. Dans ta recherche, dans ce que tu... Pas dans mon... Ça peut être aussi dans ton parcours. Qu'est-ce qui te viendrait en tête si je te disais de quoi tu serais le plus fier à date? Ok, je vais dire deux. Est-ce que j'ai le droit de dire T'as deux le droit. choses? Ok. T'as le droit. Bon, le plus fier, mais là, vous allez me trouver, vous allez penser que c'est parce que je veux me faire payer des bières. Je pense que tous les professeurs, ce qu'on est le plus fier, c'est de nos étudiants. C'est de leur... Oh. Mais c'est vrai. C'est vraiment toujours quand vous déposez votre mémoire ou vous déposez votre thèse, c'est marquant. C'est comme on a toute la petite larme malgré tout là. Donc ça puis c'est pas une fierté de parents là, c'est une fierté de collègues. Et puis donc c'est un peu différent comme fierté. Puis donc ça serait ma première fierté, la formation des étudiants, puis le fait de les voir évoluer et d'aller vers des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément, puis qui se disent « Ah, ça, c'est le fun ». Puis donc, moi, ça, j'aime ça. Alors, je précise juste qu'on a un petit cœur qui vient d'arriver dans le chat à la suite de ta réaction. Puis, mon deuxième, tout plus sur la recherche, ce que j'ai aimé, c'est que bon, le Saint-Laurent, c'est une continuité de mon doctorat, puis on parlait des mentors tout à l'heure. C'est ce que m'a légué, ce que m'ont légué ces gens-là, m'ont légué ces mentors-là, puis que je récupère actuellement parce que ces gens-là partent à la retraite, mais m'ont laissé beaucoup de connaissances et puis de données, puis de savoir, puis d'expertise, puis qui me suivent encore. Quand je te dis qu'ils m'avaient pris sous leur aile, je suis encore là. Donc ça, c'est... Mais ce que j'ai développé par moi-même, c'est l'étude des plages, l'étude des milieux intertidaux, que ce soit ici ou dans le nord, dans l'Arctique. Et ça, c'est vraiment particulier parce que je pense qu'on est une poignée dans le monde à le faire. Et c'est très particulier. C'est ce qui m'a permis finalement de me différencier et de me mettre sur la map, sur la carte, comme on dit, des chercheurs à l'international. Donc, c'est vraiment cette particularité-là d'avoir su développer des projets que personne faisait en combinant de l'hydrogéologie. Je ne suis pas du tout hydrogéologue de formation, mais je suis allée chercher la connaissance en hydrogéologie ainsi que des collègues en hydrogéologie qui m'ont appris. Puis moi, j'ai dit, moi, je veux faire ça sur les plages, je veux faire ça sur les milieux intertidaux parce que je veux voir je veux voir comment ça se passe dans cette marge-là. C'est une marge, d'autant plus au Québec et au Canada, c'est une marge qui est vraiment particulière parce que on est autant sur le fédéral que sur le provincial. Puis les gens, beaucoup lui ont tourné le dos au Québec. Les gens ont pas, les Québécois, au départ, ils n'étaient pas très friands de leur... Donc, quand on regarde les maisons et tout. Puis quand on regarde même la ville de Rimouski. Puis quand on regarde maintenant, les gens se retournent vers la mer. Puis ce sont des lieux vraiment de villégiature. Ce sont des lieux de vie qui peuvent être vraiment... qui ont aussi une importance
en termes de changement climatique et pour les transferts entre le continent et l'océan. Merci beaucoup, Wen. Merci beaucoup pour merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour ta participation, c'était passionnant. Je vous invite maintenant, si vous avez des questions à lui poser, nous avons un petit 5 minutes de questions. Laval, si vous voulez avoir votre moment, n'hésitez pas à utiliser le chat, même pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas, il y a un petit délai, donc on va meubler en attendant, hein, bien sûr. Mais n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, je me ferai le plaisir de les retranscrire ensuite. Nous avons une question ici. Oh. Alors, nous avons une question de Camille, tout à fait. Tu peux me la poser si tu veux, je la retrouve pas. Oui, Camille. Oui, dans le Saint-Laurent notamment, parce que j'ai commencé en postdoc sur ces problèmes d'hypoxie qui étaient déjà sous-jacents, là, qui étaient déjà présents, mais on était à des concentrations d'oxygène plutôt autour de 60, ça oscillait entre 60 et 70, donc on se trouvait à la limite supérieure du seuil théorique. Puis aujourd'hui, l'année dernière, on était à 32 micromoles. Alors, je pense on peut dire que je les ai vus. Je les vois et je vais continuer probablement à les voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ouais. J'ai une deuxième question. Est-ce que les insertions d'eau salée dont tu parlais ont un impact sur l'agriculture? Ah, ça, c'est une bonne question. Qui c'est qui a posé? C'est Camille toujours. Non, c'est Captain Mion sur Twitch. En fait, il y a c'est compliqué, mais je vais essayer d'y répondre vite. En fait, l'agriculture a un impact sur la salinisation de l'eau plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là, mais parce que ça change, hein. L'utilisation de l'eau par le milieu agricole change les bilans hydriques. Et quand tu changes un bilan hydrique, en fin de compte, tu changes ton gradient dans ton eau souterraine. Et donc, en ayant une pente moins forte, tu facilites l'entrée de l'eau. Donc, peut-être, je ne veux pas pointer le milieu agricole simplement, là, mais la surconsommation d'eau, le pompage excessif de l'eau, que ce soit par une municipalité ou que ce soit pour l'agriculture ou pour une industrie, n'importe laquelle, ça va diminuer ton gradient hydraulique. Puis le gradient hydraulique, finalement, c'est un des contrôles qui empêche, c'est une barrière à l'intrusion. Merci. Et une dernière petite question. S'il y a dans la salle une personne... Ah, mais j'en ai une. Est-ce que l'hypoxie peut impacter les rendements de la pêche ou la diversité des espèces qui sont pêchées? Oui, alors là, Question de Super Ténia. Ouais, là, il y a des spécialistes dans la salle aussi, puis je pense qu'à Laval aussi. Alors, je ne m'aventurerai pas, mais oui, c'est ça qu'on prédit. Il y a eu dernièrement un article dans La Conversation là, qui a été sorti par notre collègue Dominique, puis il ne fait pas directement, c'est un peu dur de faire le lien avec l'hypoxie actuellement, mais c'est tout le réseau trophique qui risque d'être impacté. Donc, probablement que les supérieurs, comme on appelle ça, les prédateurs supérieurs vont avoir à un moment donné de la difficulté ou des changements. En tout cas, vont devoir s'adapter, changer. Puis on le sait, hein, là, avec la morue aussi, on l'a vu dans le Saint-Laurent. Et une dernière question de Université Laval. Attention, c'est une question très complexe. Quelle est ton espèce de crustacé préférée? La palourde, parce qu'elle est légère. Hein. J'accepte. Merci beaucoup. Un très bon outil pour faire de la sclérochronologie. On n'en a pas parlé, mais encore un autre. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose de refaire une petite salve d'applaudissements pour Gwenaëlle. Et maintenant, on va faire une petite pause, mais avant la pause, ça va être à vous de travailler. On vous a préparé pour ce... je sais que ce n'est pas un crustacé, mais la blague était valide. On vous a préparé un petit quiz. C'était correct, ça me va. Donc, on vous a préparé un petit quiz sur lequel vous allez pouvoir poser vos réponses, finalement, pour essayer de gagner des points. Parce que nous avons 3 grands pôles aujourd'hui avec nous. Nous avons Rimouski, nous avons Québec et nous avons Twitch. Donc, le but, c'est de savoir lequel aura le plus de points lors de ce quiz.
Donc pour cela, nous allons vous proposer, vous avez un QR code sur les tables ici à Rimouski, donc vous pouvez obtenir directement l'accès au Google Form pour vos réponses. Et sinon, le lien apparaît dans le chat de temps en temps, donc n'hésitez pas à le voir. On va vous demander de vous mettre par équipe de 2 ou 3. Si, par équipe de 2 ou 3. Et de faire en sorte, que vous puissiez répondre à ce quiz. Donc nous allons avoir 10 à 15 minutes de pause et nous nous retrouvons après pour la deuxième interview. Donc à tout de suite.
Merci. Est-ce que tu peux te décrire, enfin pas te décrire, mais présenter, oui, te décrire, salut. Non mais te présenter et dire d'où tu viens et voilà, tout ça. Donc présente-toi. Ok, bonjour, je m'appelle Pierre, donc Cauchy. Je suis professeur à l'ISMER depuis pas très longtemps. Je suis arrivé en août et je suis acousticien. Donc mon. On a un Ouais. petit problème de son. Ah. Apparemment, il faut réappuyer sur le micro pour. Apparemment, le chat n'entend pas. Allô, le chat. Le son est revenu, c'est super, merci. Bon. Je t'en prie. Donc je m'appelle toujours Pierre, je suis toujours prof à l'ISMER en, Ça n'a pas changé, ça va. en acoustique marine. Plus précisément, j'écoute les trucs qui se passent sous l'eau et j'en tire des conclusions ou des questions. Est-ce que là, quand tu viens de dire ça, j'ai le sentiment, enfin, j'ai l'image vivide de quelqu'un qui met juste son oreille dans l'eau comme ça et qui écoute qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est à peu près On n'en est pas loin, c'est comme ça, mais sur les haut-parleurs de l'ordinateur. D'accord. J'envoie des instruments dans l'eau, donc j'ai des mouillages avec des micros accrochés dessus, des hydrophones. Je travaille avec des drones sous-marins, des gliders, des planeurs sous-marins, donc des drones autonomes, un peu comme ceux dont Gwenaël parlait avant. Mais les miens, ils vont plus longtemps et ils vont plus loin. Le concours. Voilà, et plus fort aussi. Donc c'est des drones qui partent pour plusieurs mois, des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres. Et comme ils font pas de bruit, on leur met des micros sur le dos et on entend plein de choses. D'accord, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Avant, donc tu es professeur. Je vais te poser à peu près la même question. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours? Comment est-ce que tu en es revenu à ici? Parce qu'en plus, il me semble que tu es professeur il n'y a pas très longtemps aussi à l'université, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Bravo, hein, évidemment. Hein. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé là justement? Oui, ouais, je suis arrivé un peu par hasard. Il y a eu des moments de hasard. Je sais pas. J'ai commencé par faire j'ai fait une école d'ingénieur en France. Je savais pas quoi faire de moi-même, donc j'ai fait classe prépa, école d'ingénieur. J'ai fait des maths. C'était drôle. Voilà, je trouvais ça drôle, donc j'ai fait des maths. Et puis après, quand il est arrivé le moment de trouver un boulot, j'ai continué à chercher des trucs drôles en maths. Donc j'ai travaillé à l'Ifremer pour compter des poissons dans des images sonars. J'ai fait du traitement de la parole, donc ce qui est devenu Siri après. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais on bossait là-dessus il y a un moment déjà. Mais voilà, on parle à l'ordinateur et il faut... La reconnaissance vocale et tout le traitement que tu as derrière? Ouais, alors c'est pas la reconnaissance vocale, c'est la transcription. Donc c'est pas reconnaître qui a parlé, mais savoir ce qu'il a dit. Ou elle. Donc voilà, c'est toujours à base d'un signal et puis on va extraire de l'information de ce signal. C'est très drôle quand on aime bien les maths, mais quand on en arrive, on avance un peu dans la vie et qu'on veut en faire un vrai métier, c'est beaucoup moins drôle d'utiliser ces compétences-là. C'est vraiment pas marrant.
Et j'avais fait un petit 6 mois à l'Ifremer qui m'avait montré que l'océanographie, c'était cool. Et donc voilà, je suis rentré à faire des maths dans des labos de recherche en océanographie. C'est là que j'ai commencé à travailler avec les gliders. J'ai mis 10 ans entre mon école d'ingénieur et ma thèse avant de... Il faut parler un tout petit peu plus fort, excuse-moi. Ah, ok. Je vais essayer. Donc voilà, quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, j'ai dit je veux pas faire de thèse et je sais pas ce que je veux faire. J'ai mis 10 ans à faire une thèse, mais je savais laquelle je voulais faire. Donc voilà, j'ai trouvé ce sujet de thèse, donc avec des gliders, avec des micros dessus. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec des micros sur des gliders. Et là, j'ai adoré. Donc, je travaillais avec des océanographes à qui j'expliquais un peu ce qu'on pouvait faire de cool en acoustique, tous les trucs qu'on sait déjà faire dans le monde du traitement de la parole ou dans l'aérien. On a mis ça embarqué sur ces drones pour aider les océanographes à... Alors, il y a les biologistes qui comptent les baleines, les océanographes, on regardait la vitesse du vent en fonction du bruit. Voilà, on a fait un peu on s'est rendu compte que cette plateforme, le glider, là, c'était vraiment super chouette pour des micros, donc on a vraiment poursuivi là-dedans. Et voilà, après ma thèse, quelqu'un m'a envoyé l'annonce pour Rimouski, là, chercher un prof en acoustique. Et il m'a dit, tiens, Pierre, tu devrais, ça a l'air bien. Postuler, et c'est vrai, je regrette pas. Est-ce que tu trouves toujours les maths drôles? Même avec ta position de professeur maintenant, est-ce que tu continues de faire des maths ou tu es passé à une période, une phase de ta recherche un petit peu au-dessus de cet outil-là? C'est là que c'est chouette, c'est que je fais des maths faciles maintenant. Donc c'est toujours drôle parce que je suis pas chercheur en acoustique. Donc il y a les vrais chercheurs en acoustique qui font de l'acoustique dure. Moi, j'applique l'acoustique. Je suis océanographe, j'ai fait une thèse en océanographie. Et donc je fais de l'acoustique pas trop dure, l'acoustique marrante, appliquée à l'océanographie. Donc de l'acoustique marrante marine. Voilà. D'accord. Donc ouais, ça m'amuse encore. Donc c'est très bien parce que les maths, c'est quand même assez... Tu sais, quand on te dit des mathématiques, c'est marrant, tu lèves un sourcil au départ parce que tu te dis... Moi, les mathématiques, ça me rappelle les fonctions que j'avais quand j'étais au lycée, quand j'avais les limites, les suites, enfin des choses quand même qui étaient assez peu faciles. En tout cas pour moi, après, je me permets pas de juger pour les autres. Mais c'était quand même quelque chose, tu disais... mais est-ce que tu trouves aujourd'hui, parce que ça m'intéresse de parler de ça justement parce que j'ai vu pas mal de commentaires de celles disant les maths avec un point d'interrogation. Du coup, je me demandais, est-ce que tu penses est-ce que d'après toi, les mathématiques, c'est un outil qui t'a permis d'avoir quelque chose, ou alors est-ce que c'est l'outil qui t'a permis d'avoir ce que tu voulais? Un petit peu de quelle façon? Est-ce que tu as poursuivi en utilisant les maths ou tu es parti des maths pour avoir quelque chose après? Ok, donc on va relativiser les maths. C'est juste, j'aimais bien à l'école, c'était marrant, c'est une matière que j'aimais bien, j'avais des bonnes notes, c'était cool. Voilà, je suis pas un mathématicien non plus. J'ai toutes ces années là où je savais pas quoi faire, j'ai développé des compétences, on va dire des trucs techniques, pas du tout d'océanographie, mais de traitement de données et de trouver des trucs dans un signal. Ça, je suis devenu assez bon à ça, et ça me sert tous les jours après. Et voilà, donc ces relents de maths d'il y a longtemps là me rendent un peu plus habile quand il faut manger des données aujourd'hui. Mais le côté à quoi ça sert et c'est utile et ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est pas les maths, c'est à quoi je les applique, quoi. Ok, mais justement, à quoi tu les appliques? Tu as parlé acoustique. Acoustique, on entend tout de suite, forcément, on entend tout de suite le son. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu qu'est-ce que tu fais toi en acoustique, justement? Tu nous as parlé des gliders, tu nous as parlé de tout ça, mais un peu plus en détail, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette discipline-là? Je fais essentiellement de l'acoustique passive. Donc, si vous connaissez le sonar, ces choses-là, j'en fais pas. J'en ai fait un peu. Je sais comment ça marche, mais moi, le sonar, on émet un son, on écoute comment il voyage dans le milieu et comment il se réfléchit, et puis on en tire des conclusions. Moi, je n'émets pas de son. Je mets juste des oreilles dans l'eau, c'est pas les miennes, mais je mets des micros qui enregistrent et mais on le fait tous les jours, hein. On entend les trucs autour de nous et on en tire des conclusions. On se fait pas écraser en traversant la route parce qu'on a entendu le camion. On entend l'alarme du réveil le matin. On entend quand on nous parle.
Donc toutes ces choses-là, on l'entend s'il pleut ou s'il y a du vent dehors, là on va le savoir juste en écoutant. Et tout ça, on peut le faire aussi sous l'eau, sachant que sous l'eau, on entend plus loin, quoi. Donc c'est vraiment, sous l'eau, on voit rien et on entend très bien. Donc c'est vraiment un outil fantastique pour l'océanographie. Et voilà, moi, mon dada, c'est les paysages sonores. Donc c'est vraiment, on met un micro, on entend tout et on va piocher quelle source on peut reconnaître et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer juste de simplement l'avoir entendu, quoi. Est-ce que quand tu parles justement, tu vas justement comprendre un petit peu qu'est-ce que tu écoutes? Parce que j'imagine que ce que tu reçois dans ton micro, c'est un son qui est complexe, qui provient de beaucoup de sources différentes, qu'il va falloir après décomposer pour comprendre un petit peu qu'est-ce que tu entends finalement. Et comme ça, qu'est-ce que tu entends justement principalement avec les micros que tu mets dans l'eau? Donc là, aujourd'hui, j'ai surtout des micros dans le Saint-Laurent. C'est le projet Mars, on a une station où on écoute les bateaux. On mesure les bruits émis par les bateaux. C'est le but principal du projet. Donc pas de surprise, on entend surtout des bateaux. Ça tombe bien. On entend, c'est assez basique, on entend des baleines. Youpi. Non, c'est chouette. C'est pas une surprise. On entend des bateaux, on entend des baleines. Après, on entend le vent, on peut entendre la pluie, on peut entendre la glace. Si on est plus près du fond, on va entendre toutes les bestioles qui grouillent au fond, les crustacés, les poissons, tout ce qui bouge, tout ce qui mange, tout ce qui vit au fond de l'eau, à un moment fait du bruit. Et on peut l'entendre si on écoute de la bonne manière. Avec une certaine signature finalement sonore qui est propre à cette source? Ou c'est plus compliqué que ça? Ouais, c'est mi-propre, quoi. Des fois, c'est quand même compliqué. Inhérent de biologie. On peut tout entendre, tout s'empile. Il faut savoir écouter de la bonne manière. On peut pas. Alors, on peut détecter une source plusieurs fois. On peut détecter plusieurs sources une fois. On peut pas détecter toutes les sources à chaque fois. Donc, j'ai la ref. Je n'avais pas préparé celle-là. Elle fonctionne très bien. Voilà, donc faut écouter de la bonne manière. Si on sait ce qu'on cherche, c'est plus simple. Mais à chaque fois qu'on met un micro dans l'eau, on entend des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Et je passe pas mal de temps à isoler des bouts d'enregistrement et à me dire aucune idée, qu'est-ce que ça peut bien être. Aller voir les collègues qui peut-être connaissent. Essayer de trouver, est-ce que quelqu'un sait quels animaux habitent dans ce quartier-là. Est-ce que c'est pas le glider qui fait du bruit? Ça, c'est la question du jour. C'est possible aussi. Voilà, c'est tout à la fois et il faut pas s'enflammer dès qu'on entend un bruit. La première fois que j'ai mis un micro dans l'eau, c'est pour moi qu'il avait mis d'ailleurs, j'avais juste récupéré les données et j'étais avec les collègues autour, c'était à Paris, et qui allaient pour la première fois entendre leur enregistrement. C'est des gens qui bossent sur les éléphants de mer, donc ils avaient mis le micro sur le dos d'un éléphant de mer. Et ils espéraient essayer de voir comment l'éléphant bouge, est-ce qu'on entend des prédateurs, tout ça. Et on ouvre le premier fichier, on appuie sur play, et là on entend un bruit, et les deux biologistes oh, c'est une orque. Et c'était la porte qui avait grincé. C'est un peu anticlimatique. Voilà. Donc depuis ce premier jour, à chaque fois que j'entends un bruit, je commence par aller chercher qu'est-ce que c'est pas, quoi. Aller vérifier toutes les sources pas drôles qui ont pu faire ce bruit-là. Et une fois qu'on a viré il faut vérifier que l'hydrophone est dans l'eau avant d'écouter les. Faut pas c'est vrai que ça peut être important aussi, ça. Voilà. Non, mais enfin, l'hydrophone, là, on l'envoie, il enregistre, mais en général, on l'allume avant de l'envoyer. Il enregistre tout. C'est dur de savoir. C'est pas comme la vidéo. On est habitué à regarder des images. Les sons, on sait pas. On met un truc sous l'eau. Tant qu'on n'a pas déjà entendu quelque chose, on saura pas C'est sûr. le reconnaître. Faut apprendre, quoi. Donc il y a plein de sons qui sont des faux trucs ou des sons pas intéressants qu'on entend. J'ai deux questions pour toi qui viennent du chat. La première, est-ce qu'il y a un site où les citoyens et les personnes qui sont intéressées peuvent écouter les sons qui sont justement issus de tes recherches? Issus de mes recherches, on a un site web le projet Mars, projet-mars.ca. Et je crois pas qu'on ait mis je sais pas où est Jeanne, je crois pas qu'on ait mis les sons en ligne déjà. On y travaille. Sinon, il y a des... Oui, alors l'oreillette me dit que vous pouvez écouter les sons sur la page qui a été mise sur le chat,
qui est... voilà, exactement. Excellent, merci. Et, ok, donc il y a quand même des sites où on essaie de comprendre un petit peu, de justement dévoiler ce que vous trouvez, finalement, ce que tu trouves dans l'océan, et d'essayer de... D'ailleurs, je viens d'avoir une autre question en posant ça, justement. Est-ce que tu as aussi connaissance de sciences participatives, où justement, tu as un son, tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a la possibilité que les gens puissent t'aider à trouver ce son-là, ou alors il faut que tu sois avec tout un tas de disciplines supplémentaires pour comprendre justement l'origine de ton son? C'est très récent, mais il y a dans le milieu des bioacousticiens, et je crois que c'est que les bioacousticiens marins, sont en train de créer une sorte de catalogue comme ça où tout le monde va partager ses sons et avoir une idée. C'est vrai que ça manque, hein, quand on a quelque chose, on a envie de pouvoir ouvrir une librairie de tous les sons déjà connus pour aller essayer de les comparer, oui. Voilà, donc ça, c'est en train de se mettre en place. Ok. Il y a quelques observatoires qui mettent leurs enregistrements en ligne, mais c'est plutôt de la vulgarisation ou pour montrer ce qu'ils font, plutôt que pour appeler les gens à les aider. Bien sûr. Et alors, une question de Super Tenia qui vous dit: est-ce que vous avez enregistré des singles des balanes et d'oursins pour les identifier, comme un boys band de crustacés ou un chœur de palourdes? Je veux une réponse à cette question. En plus, j'en avais un. Attends. Non, un boys band de palourdes, tout à fait. Il y a quelqu'un sur Twitter ce matin qui a mis un truc de jazz avec des musiciens et des enregistrements. Dans ce cas, on va demander à la régie de le mettre sur le chat. Il faut que je le trouve d'abord. Hein. Effectivement, ça peut être... on va faire nos recherches. On en reparle tout à l'heure. Ouais, on va faire nos recherches. Et une autre question que je me posais, c'est justement, quand la première fois que tu as écouté justement le son qui provenait de tes microphones, tu as posé donc des microphones dans l'eau. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais à ce son-là, ou alors ça t'a complètement pris au dépourvu parce que tu n'aurais jamais pensé que tu puisses écouter ça sous l'eau? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée. Je travaillais avec ces gens qui faisaient des gliders et moi, j'étais embauché pour faire du traitement de données de température, des données de satellite, des trucs assez généraux. Et à force de leur dire que j'étais acousticien, ils ont fini par dire bon, d'accord, on va mettre un micro. Et c'était la première fois que je mettais un micro dans l'eau. C'était la première fois que eux, ils en mettaient un. Le glider, on savait pas si ça allait faire du bruit. Voilà, on se doutait que ça devrait marcher, mais on savait pas trop. Et on a essayé. Donc je m'attendais à rien. Et tu as été surpris. Ouais, j'ai été surpris quand même, ouais, c'est ça. Quand tu parles de glider, on traduirait ça par un planeur finalement, mais un planeur sous-marin. Oui. À quoi ça ressemble ces objets-là, et comment est-ce que tu peux justement le mettre en place pour avoir ces données-là, le déployer finalement? Le glider, il fait 1,50 m de long. Alors, ce serait une toute petite torpille. Il faut voir ça comme un petit avion. 1,50 m de long, 30 cm de diamètre, des petites ailes, un aileron. Et banzai. Et on colle un micro dessus. Donc les micros, c'est à la base, ce que j'utilise le plus, moi, ils sont développés pour être attachés sur les baleines, sur les éléphants de mer. Donc ils sont complètement autonomes. Le premier, je l'ai mis avec du scotch, vraiment littéralement du scotch sur une antenne, quoi. Voilà, donc le glider, ça pèse entre 50 et 80 kg. Il faut un petit bateau et puis 2 personnes, quoi, pour le jeter par-dessus bord. Voilà. Ok. Et quand du coup, vous m'avez fait perdre ma question. Il faut parler un tout petit peu plus fort d'après la régie, apparemment. Non? C'est au Québec. Monte le son au Québec. Oui. Le SoundCloud, c'est au Québec? Oui, on va parler plus fort. Nickel. Parfait. Quand tu parlais justement de déployer des gliders, j'imagine que les microphones que tu mets sur ton glider, c'est pas ceux qu'on a actuellement. Non, on met des hydrophones, c'est les mêmes mais en étanche. Ah, c'est les mêmes. Donc ça veut dire que j'imagine que ça a quand même une fréquence, enfin une sensibilité quand même très importante sur ce genre de capteur-là. C'est la même technologie et il y a juste qu'il faut voir ça couler au lieu d'être
là, directement, la membrane, elle est à l'air. Là, on a un truc un peu coulé dans de la résine pour rendre ça étanche, mais c'est vraiment le même principe. Ouais. D'accord. Et tu parles justement d'aller chercher des signaux dans l'océan. Est-ce que tu as on en avait parlé un petit peu avec Gwen justement sur les différents projets que tu puisses avoir en tant que professeur. Est-ce que tu pourrais nous présenter une question de recherche ou deux spécifiquement que tu fais actuellement avec justement ta méthode d'acoustique? J'ai le droit à combien? 2. Bon, il y a ce projet dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet Mars. Là, c'est le plus gros projet qui m'occupe en ce moment. On mesure un maximum de bateaux qui passent dans le Saint-Laurent. On essaye à la fois de décrire quel est le bruit d'un navire moyen, en même temps le bruit décrire toute la flotte commerciale sur le Saint-Laurent, comprendre un peu qu'est-ce qui fait du bruit dans un bateau. Et l'idée à l'avenir, c'est de savoir comment, sur chaque bateau ou sur les bateaux en général, réduire le bruit, quoi. Donc, l'idée, c'est de protéger les animaux, les baleines, c'est de la conservation. C'est assez classique, voilà, on part de ça. Et puis nous, on s'intéresse aux bateaux. On sait que les bateaux sont là, on sait qu'ils font du bruit. Comment on fait pour leur faire moins de bruit? Qu'est-ce qu'on peut comprendre du bruit qu'ils émettent, quoi. Mais c'est ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as une portée justement sur les animaux marins, que ce soit, j'imagine, des mammifères, même des invertébrés, mais si c'est peut-être un peu plus difficile à évaluer. Mais est-ce que dans ta recherche, tu t'intéresses aux effets physiologiques que peuvent avoir, par exemple, le bruit sur les espèces? Il y a des gens qui font ça. Moi, non. Voilà. C'est un travail à plusieurs. Hein. Là, quand je dis on sait que le bruit, ça fait du mal aux animaux, voilà. Moi, je peux me contenter de ça comme information. Et on va travailler sur qu'est-ce qui génère le bruit, comment il est généré, comment on peut le diminuer. Et après, les gens qui s'intéressent à la baleine, on parlait de palourde tout à l'heure, vraiment tout ce qui vit dans l'eau va entendre le son aussi. Moi, je dis qu'on peut tout entendre. Faut savoir qu'ils vont tous. Il y en a toujours un qui va nous entendre aussi si on fait du bruit. Donc, l'idée, c'est là, on est sur le Saint-Laurent, on sait quelles sont les espèces en danger, on connaît plus ou moins leur sensibilité au bruit, les bandes de fréquences qui les intéressent. Et nous, on va s'intéresser spécialement à ces bandes de fréquences-là sur les bateaux. Voilà, comment on peut. On a les navires qui sont par ici, il y a le beluga, c'est un problème. Comment on fait pour faire moins de bruit pour les belugas? Voilà, pour essayer de limiter notre impact potentiel sur ces animaux-là. Ouais, exactement. Okay. Et une question, est-ce qu'il faut aller loin, entre guillemets, est-ce qu'il faut aller loin par rapport à la source pour ne plus entendre le son provenant d'origine anthropique, d'origine des activités humaines? Oui, ça dépend beaucoup de la source et des fréquences. Il y a les très basses fréquences, voilà, les basses fréquences se propagent mieux, et si la source est forte, ça va s'entendre très loin. On parle de centaines à au-delà, plusieurs centaines de kilomètres. On peut entendre une source, pas le bruit d'un navire, mais voilà, des explosions, du sonar basse fréquence, il y a des choses comme ça qui se propagent très très loin. Sur des grosses baleines là, qui ont des grosses voix graves, peuvent s'entendre à plusieurs centaines de kilomètres, 1000 kilomètres, on peut détecter une baleine. Des icebergs qui craquent en Antarctique, on les capte dans l'Atlantique tropical. Ah oui, donc très très loin bien, quand même. Donc ça se propage extrêmement bien sous l'eau. Ouais. Mais en fait, du coup, ça veut dire que quand tu parlais justement du paysage sonore dans l'océan, c'est vraiment, on n'est pas loin d'être dans un concert de rock où il y a beaucoup de bruits d'origines différentes en même temps. C'est presque une cacophonie pour les espèces qui sont sensibles à ce bruit-là. Ouais, sauf au-delà du concert de rock, tu es dans ton concert de rock, mais tu entends quand même le camion qui passe à 100 km. Quoi. Ah oui. On ne sait pas qui est proche, enfin, tout le monde peut s'entendre vraiment très loin. Et ouais, je veux parler des distances de propagation. Là. Les ondes sismiques, c'est de l'acoustique aussi. Donc il faut imaginer qu'une explosion sur Terre ou un truc qui va faire vibrer le sol va s'entendre aussi très très loin comme ça. Ça se propage, ça se transmet entre le fond de l'océan et l'eau. Donc il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on écoute? Ouais. Mais du coup, donc, ton premier projet est de travailler sur les bateaux qui vont dans le Saint-Laurent, qui sont quand même très importants pour l'économie aussi de l'Amérique du Nord, évidemment. Donc d'essayer d'accompagner cette industrie, d'essayer de comprendre un petit peu les liens. Un deuxième projet que tu ferais justement dans tes recherches? Bah là, j'ai deux projets là qui démarrent sur les belugas. Donc c'est toujours la question de l'interaction beluga-bateau, mais
là, c'est un peu plus spécifique à une zone en particulier. Donc, on a un projet qui démarre aux Escoumins et un autre qu'on essaye de monter dans le nord. Voilà, on sait qu'il y a des belugas, on sait qu'il y a des bateaux, on sait qu'il y a un impact. Et la question, c'est vérifier, est-ce qu'on peut mettre en place des mesures de réduction de vitesse quels seraient les impacts sur les belugas. Donc, j'ai une étudiante qui démarre là cette semaine et elle va regarder. Donc, il y a des données visuelles. On regarde on voit les baleines depuis le bord et puis on sait où elles sont et ce qu'elles font. En même temps, on met des micros dans l'eau, on voit les bateaux et voir si on arrive à trouver des liens et tester différentes mesures de régulation du trafic et voir lesquelles sont les plus à même de faciliter la vie des belugas, toujours sans annuler le trafic. Enfin, voilà, on sait bien que la meilleure solution pour que les bateaux ne fassent pas de bruit, c'est qu'il n'y ait pas de bateau. Donc, voilà. Ça. Parce que tu parles de beluga. Le beluga, c'est une espèce emblématique du Saint-Laurent. Quand même, c'est une espèce de mammifère marin qui est très blanche, qui est très très importante quand même. J'en ai encore pas vu. J'en ai entendu plein. Voilà, j'en ai pas vu depuis que je suis là. Encore quelques campagnes, donc ça ne saurait tarder. Et tu parlais des escoumins. Les escoumins, pour ceux qui ne savent pas forcément, au Québec, c'est vraiment l'entrée du fleuve Saguenay. Donc là où il y a un mélange d'eau douce et d'eau plus marine, on va dire, une interface très importante où il y a beaucoup de baleines parce qu'elles profitent aussi des apports nutritifs. Et dans le nord, tu parles de l'Arctique canadien? Oui, ouais. C'est un projet qui est porté par des autochtones qui commence par une question. Il y a une mine pas loin, il y a du trafic maritime, il y a moins de belugas qu'avant. Et voilà. Donc nous, on vient là-dedans essayer d'apporter quelques réponses. Donc ça veut dire que tu travailles aussi directement avec les communautés autochtones du Nord par rapport à leur projet, leurs objectifs aussi? C'est intéressant comme façon aussi de travailler aujourd'hui. Oui, alors tu peux refaire la même au futur et je dirais oui. Ok, d'accord. Je vais refaire la même au futur. Donc tu vas travailler, futur proche ou futur futur soumis. On attend de voir si on a la réponse, si on a les financements. On a encore un peu de temps. C'était un troisième projet à nous présenter. Parce que là, tu as parlé vraiment des bateaux, avec sur le lien avec les belugas. Donc évidemment, nous, on n'a pas le but de dire qu'il faut complètement tout arrêter, mais plus accompagner pour essayer de mieux comprendre et préserver. J'ai un troisième projet beaucoup moins local. C'est avec mes anciens collègues. Gwenaël parlait des gens qui te prennent sous ton aile. Là. Donc c'est avec ma directrice de thèse en Angleterre. On va en Antarctique déployer des gliders avec des hydrophones, entre autres. Toute la mission, le but, c'est de comprendre où sont les manchots. Et pourquoi, voilà, qu'est-ce que le changement climatique fait sur leurs apports de nourriture, la question de la glace. Donc ça va. Il y a beaucoup de questions du devenir de ces populations de manchots et on va ajouter des micros. Donc moi, l'espoir là-dedans, c'est de détecter les prédateurs. Donc les orques. Les orques, oui, je pensais aux épaulards. C'est pas les seuls, mais ouais. Ok, donc vraiment, tu peux utiliser cet outil pour un tas d'applications différentes finalement. C'est un peu ce qui m'a amené ici, enfin pas ici à Rimouski, mais ce qui m'a amené dans ce milieu-là, c'est nouveau, l'acoustique, il y a plein de trucs à faire, c'est illimité. On peut se dire, là j'ai parlé d'un projet où on s'intéresse au bruit, alors voilà, l'acoustique sous-marine c'est ça, il y a du bruit, on veut réduire le bruit. On peut aussi détecter certaines espèces. Mais il y a aussi, au-delà, dans les projets futurs, on peut se demander qu'est-ce que c'est le bruit d'un écosystème sain. Voilà, est-ce qu'on peut écouter, aller se mettre dans un fjord, l'écouter et puis dire ah, ça c'est un fjord qui va bien ou c'est un fjord qui va pas bien. Et voilà, c'est faisable. Si tu t'imagines un jour aller dans une forêt et puis tu fermes les yeux, t'écoutes, tu n'entends rien, tu vas te dire il y a un problème. Il y a quelque chose, ouais. Voilà, et on peut faire pareil sous la mer. Donc l'idée, ce serait d'aller. Donc là, c'est vraiment une notion de paysage sonore, écouter un peu la diversité. Est-ce qu'il n'y a qu'un bruit? Est-ce qu'il n'y a qu'une espèce? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Quelle est la richesse acoustique? Et relier ça à des indicateurs écologiques ou de santé, même de santé des herbiers ou ça va vraiment assez largement. Donc, un peu comme parler des normes de tout à l'heure de Gwenaël, justement, le fait de dire tiens, si on entend une telle signature ou des tels niveaux d'activité peut-être de la biologie, on serait capable de dire tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur cet écosystème parce qu'il est stressé, entre guillemets.
Ce genre de choses-là? Bah oui, et puis il y a une question de diversité. Est-ce qu'on entend beaucoup d'espèces ou est-ce qu'elles font les bruits normaux ou est-ce qu'il manque une espèce? Est-ce qu'elles est-ce qu'elles poussent toutes des petits cris stressés ou est-ce qu'elles ont l'air de chanter relax? Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais oui, c'est vraiment. Et l'avantage de l'acoustique, c'est que ça peut se faire d'un peu loin sans aller. Bien sûr. On n'a pas besoin d'être sur l'animal pour l'écouter. Et donc, ça permet vraiment de suivre à long terme sur une zone assez large sans. C'est non invasif. Ça, c'est intéressant, les méthodes non invasives, parce que c'est vrai qu'en tant que de chercheur, on a vraiment envie d'essayer le plus possible de respecter, mais aussi d'impacter le moins possible les écosystèmes sur lesquels l'on travaille. Ça, c'est important parce que toutes les techniques ne permettent pas de faire ça. Ça, c'est évident. En tant que biologiste, je m'y connais un peu. J'ai une question du chat que je vais reprendre l'essence de cette question. Est-ce qu'avec les techniques d'acoustique que tu as la possibilité d'écouter même un seul individu et disons ce qu'il peut faire dans sa journée, dans son comportement, le comportement d'un individu en particulier, ou c'est pas assez résolutif, on va dire, comme on dit? On peut tout à fait suivre il faut avoir plusieurs hydrophones pour être capable de localiser une source. Comme on a 2 oreilles, on y arrive. On peut faire pareil avec 2, peut-être un peu plus, on va dire 3 hydrophones. Donc si on a suffisamment d'hydrophones, on peut suivre un animal et puis savoir où il va. Après, il va y avoir des problèmes au niveau du suivi. S'il se déplace, si on est sur une espèce mobile qui s'en va, il faut que l'hydrophone soit capable de la suivre, quoi. Donc ça peut devenir compliqué, mais oui. Donc on peut savoir avec les animaux vont pas faire le même bruit en fonction de leur activité. Donc là, si on reparle du projet Beluga tout à l'heure, on va se poser la question de est-ce qu'ils changent de comportement quand le bateau s'approche. Donc ils font un bruit quand ils chassent, qui n'est pas le même bruit quand ils chassent pas, tout simplement, ou de la communication, est-ce qu'ils fuient. Et donc il y a on peut détecter différentes activités. Et voilà, après, un animal qui fait du bruit, un individu, on va pouvoir aussi le suivre dans la limite du raisonnable. On arrive bientôt à la fin de notre petite discussion. On pourrait encore en discuter, parce que moi j'adore discuter de choses que je ne connais pas du tout. Le son, par exemple, ou les mathématiques. Pas de questions mathématiques. D'accord, je ne pose pas de questions de mathématiques. J'ai une autre question que tu vas peut-être pas forcément aimer, mais ça je la garde pour la fin. Si tu avais, donc, au niveau actuel où tu es, donc tu as énormément de projets qui sont en cours, tu as beaucoup d'apports justement à la recherche que tu vas pouvoir faire pendant les prochaines années. En tout cas, on l'espère et je te le souhaite. Actuellement, sur quoi tu serais le plus fier de ce que tu as fait justement et qui t'a permis d'arriver peut-être là où tu es aujourd'hui? Petit twist par rapport à la question précédente. Ce qui t'a permis justement d'arriver à ton niveau et ce qui t'a vraiment, qui serait important pour toi? Ouais, il y a eu un côté patience. J'ai mis mon premier hydrophone sur un glider en 2012. J'ai fait une thèse là-dessus en 2016 et voilà, et c'est ça qui s'est bien passé et qui m'a amené ici, je pense. Donc on avait senti, j'étais pas tout seul, mais on avait senti que c'était une bonne idée et ça a mis un temps fou. Et j'ai eu la chance d'avoir le temps d'attendre que ça se passe bien. J'avais un réseau, on a eu j'ai eu des projets intéressants entre temps, mais voilà, j'avais vraiment ça dans le coin de ma tête et je suis content d'avoir pu d'avoir pu trouver l'opportunité finalement. Exactement, d'avoir pu m'obstiner, ça je suis bon à ça aussi. Voilà, jusqu'à ce que ça passe et que ça en fasse quelque chose d'intéressant. Et maintenant je suis pas le seul. Il y a d'autres gens qui mettent des micros sur les gliders maintenant. Je n'étais pas non plus le tout premier, mais bref, voilà, on a lancé un truc là, ça devient bien et il y a de plus en plus autour de ça, les gliders c'était un outil d'océanographe. Physique, là, c'est des gens qui regardaient les masses d'eau et les courants, et le fait qu'on rajoute des hydrophones dessus, ça ouvre l'usage de ces gliders à plein d'autres gens, et ça c'est chouette. Et glider, alors je suis désolé, c'est la communauté qui m'oblige à poser cette question-là depuis Québec. Est-ce que tu pourrais faire une imitation du glider? Tu peux dire que non. Parce je peux dire que oui, ça fait rien un glider. Il a les mains comme ça, il se penche en avant, et il coule. Imagine, tu fais la planche, mais tu as un slip en plomb. D'accord, je me l'imagine très bien. Et donc, quand le glider arrive à 1000 mètres de fond, il enlève pas le plomb, il se regonfle un peu. Il a un petit brassard qui se regonfle, et il refait pareil en remontant doucement. Et ça t'a pris 4 heures de faire l'aller-retour à 1000 mètres. 4 heures? Ah oui, quand même. C'est très lent. On fait 20 bornes par jour
sur le plat, là, vers l'avant. Et en tout, on descend, on remonte 1000 mètres. Enfin, c'est 10 à 20 cm par seconde, du coup. Bref, c'est lent. C'est lent, c'est pour ça que c'est chouette, ça fait pas de bruit. Et voilà, ça fait un aller-retour à 1000 mètres en 3 à 4 heures et 20 km dans la journée. C'est ça, c'est important de se dire sur le fait qu'il faut que ce soit lent parce que du coup, on veut pas que ça fasse de bruit sur notre écosystème pour essayer de moins impacter sur les mesures que tu vas avoir. Voilà, c'est que si on ouais. Exactement. Le bruit d'écoulement autour de l'hydrophone, c'est pas chouette. Ok. Bah, merci beaucoup, Pierre. Je te remercie. On peut faire une première salle. Non, bruit. Merci pour toi. C'est pas tout à fait fini. Est-ce qu'on a des questions de la part de l'Assemblée? Fanny. Alors, je repose la question pour le chat. Est-ce que le son que tu écoutes par l'hydrophone serait le même que celui que tu écouterais avec ton oreille si tu étais apnéiste ou plongeur? Je pense que mon hydrophone est un peu plus fin. Non, on perçoit des fréquences que tu perçois pas. Là, quand je parle de, y a des, on étudie si on peut entendre les séismes, c'est un dixième de hertz. Et on entend les trucs les plus hauts. Donc il y a le marsouin là, qui monte à 150 kHz. Toi, avec ton oreille, tu es entre 100 Hz et j'en sais rien, je vais dire des bêtises en plus. Allez. Entre 20 et 20 000, c'est pas ça 20, c'est peut-être, ou 40 et 4000. De toute façon, tu vieillis, donc toi, tu entends moins les hautes fréquences en vieillissant. Les jeunes devant, ils entendent mieux les hautes fréquences, mais en tout cas, voilà, l'hydrophone, que ce soit l'hydrophone ou des micros dans l'air, ils vont avoir une marge en fréquence bien plus large. Et puis après, les hydrophones, ils sont faits exprès pour aller dans l'eau, tes oreilles, pas tout à fait. Donc oui, tu entends des sons, et ceux que tu entends, on captera les mêmes, mais on en aura plus sur les hydrophones. Ok. Une autre question, si vous avez peut-être aussi sur Québec ou sur le Twitch, n'hésitez pas, nous avons un petit peu de délai, nous allons meubler évidemment. Nous allons pour reprendre une petite gorgée aussi de notre breuvage. Petite question encore? Il y en a une sur le chat? Non, j'y ai déjà répondu à celle-là. Il voulait savoir si est-ce qu'un beluga éternue, est-ce que tu peux l'écouter? Sûrement. Sûrement. Qui c'est qui a posé cette question-là? Je ne sais pas, je tairai le nom. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, on entend le vent jusqu'au fond. Alors, je réponds juste à la question. Le vent, donc tu parlais du fait qu'on pouvait entendre le vent à la surface et aussi en profondeur. Et à quelle influence tu peux entendre justement, à quel niveau tu peux entendre le vent justement? Il y a eu des tests jusqu'à 6000 mètres, on entend le vent. Et je ne sais pas plus profond parce qu'on n'y a pas mis d'hydrophone. Mais voilà, ça se propage très bien. Faut imaginer le vent comme le vent dans les arbres, ça s'entend bien dans les branches là. Et après, dans l'eau, ça se propage très bien. Et il y a un petit phénomène qui aide, c'est que plus tu es profond, plus tu écoutes une grande surface de la surface. Donc tous les autres petits bruits ponctuels, ils vont disparaître parce que tu es loin, alors que le vent, tu écouteras de plus en plus de vent en fait en allant plus profond. Donc tu entends un peu moins fort au fond, mais tu entends très bien. Moi en tout cas sur mes gliders, entre 0 et 1000 mètres, ça se passe sans problème et on entend mieux au fond qu'en surface en fait. Ok. Et je tiens juste à préciser la question à propos du beluga. C'était une question un peu plus philosophique qui essayait aussi de poser la question. Si on entend, un animal, par exemple, a un certain comportement très loin de nous, on est capable quand même de le détecter à des distances très très lointaines. Donc du coup, ça pose aussi la question, ce qui arrive très très loin de nous, finalement, ça nous impacte aussi. Voilà. Ouais, moi, pour l'instant, je me suis concentré sur des t'es là, t'es pas là, genre de voilà mon niveau d'analyse. Si on arrive à suivre un animal pendant assez longtemps, à écouter vraiment celui-là, on va pouvoir avoir effectivement des idées de comportement individuel là-dessus. Ça se fait plutôt avec un hydrophone qu'on lui colle sur le dos, c'est plus simple. Bien sûr. Mais voilà, c'est faisable. Et une dernière question, est-ce qu'on peut entendre des courants, par exemple, comme le Gulf Stream? Oui. Non, oui. Non, mais alors le vent, ça fait pas de bruit.
tant qu'on n'a pas mis quelque chose dans le vent. Donc si on met un micro dans du vent, on va entendre le vent, mais si on enlève le micro, le vent, c'est un bel écoulement, là c'est de la physique ça. Un écoulement laminaire non turbulent, ça fait pas de bruit. Il faut créer des turbulences pour avoir du bruit. Donc voilà, s'il y a du vent dans votre téléphone, là pendant que vous parlez, celui qui est à l'autre bout du téléphone va entendre plein de vent, alors que nous on s'en rend pas compte, parce que le vent fait pas tant que ça de bruit lui-même. On a le même problème sur nos hydrophones. Là, mes étudiants pourront vous en parler. Le courant, c'est même pas le Gulfstream, hein, juste le courant là à Rimouski, ça fait bouger voilà. Okay. Donc ça fait pareil. Donc si on met un micro dans le courant, on l'entend super bien, mais on n'entend pas un courant lointain. Il faut être dans le courant pour l'entendre. Effectivement. Donc pour mesurer un courant, il y a des bien meilleurs instruments que l'acoustique. Du coup, on met un courantomètre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Pierre. Et on va arriver, pendant que tu retrouves, justement, on va arriver à la dernière petite partie de la soirée, au niveau du quiz, justement. Alors, on me passe ici une enveloppe officielle, avec le nom des gagnants. Mais avant d'ouvrir cette enveloppe, je propose que nous allions sur les réponses de quiz, parce que le but, c'est quand même que vous appreniez quelque chose, mine de rien. Donc, première question. Lequel de ces cétacés n'est pas un visiteur du fleuve, du golfe du Saint-Laurent? Eh bien, il s'agissait d'un dauphin à long bec. Donc évidemment, tous ces animaux sont des cétacés, mais c'est le seul qui n'est pas un visiteur du Saint-Laurent, et notamment on a beaucoup de globicéphales et de dauphins à nez blanc. Ici, ce poisson, à l'allure atypique, peut atteindre les 2 mètres de longueur, peser des dizaines de kilos et se trouver généralement en profondeur. C'est un flétan de l'Atlantique. Et vous remarquerez, c'est un poisson plat, dans le sens où il a eu justement une évolution qui a fait qu'à la place d'être tout droit comme ça, comme les poissons, il se trouve tout plat. Et c'est pour ça qu'on a les 2 yeux de chaque côté. C'est qu'on a un œil qui s'est retrouvé de l'autre côté pour faire un poisson plat, finalement. Question 3. Ce phoque, il s'agit du phoque gris, qui est un phoque très commun dans le Saint-Laurent. Combien faudrait-il empiler d'oursins, sachant qu'un oursin est à peu près une sphère de 4 cm de haut, pour se rendre du fond du golfe du Saint-Laurent à sa surface? Il faudrait en empiler 12 500, c'est-à-dire 500 mètres d'oursins. Ça fait quand même pas mal d'oursins. Sachant que l'oursin est aussi une problématique très importante dans le Saint-Laurent, parce que cet échinoderme, donc c'est un animal qui porte des piquants, a aussi des relations avec les algues, dans le sens où s'il broute trop les algues, il peut faire s'effondrer complètement des forêts de laminaires, par exemple. Donc c'est très important comme problématique actuellement pour la stabilité des écosystèmes. Alors le naufrage de quel navire au large de Rimouski a causé la mort en 1914 de 1012 passagers? Il s'agit de l'Empress of Ireland, donc un bateau très important qui était un des premiers bateaux, si je me souviens bien, transatlantique, c'est bien ça? Donc considérée comme la plus grosse tortue de la planète, quelle tortue peut traverser des bassins océaniques en entier, plonger jusqu'à une profondeur de 1270 mètres, et est aperçue de temps en temps dans le Saint-Laurent? Il s'agit de la tortue luth. Et effectivement, on peut trouver des tortues luth dans le Saint-Laurent, même si c'est un petit peu rare. On retrouve au plus profond de nos eaux un requin qui s'est profité de son âge d'or, le requin du Groenland qui peut vivre des centaines d'années. À quel âge atteint-il sa maturité sexuelle, c'est-à-dire à quel moment il peut commencer à se reproduire? Il se trouve 150 ans. C'est énorme. Il faut quand même pas mal de temps. Je ne reproduirai pas ce commentaire dans l'Assemblée. Donc 150 ans pour arriver justement à reproduire, ce qui veut dire que la dynamique de ces espèces est effectivement très importante. Très importante et surtout à des échelles de temps complètement différentes des nôtres. Question 8. À la recherche de sensations fortes et d'eau froide, vous nagez entre Tête-à-la-Baleine, qui se trouve dans la région de la Basse-Côte-Nord, et Bellburns, en Terre-Neuve. Quel chenal êtes-vous en train de traverser? Il s'agit du chemin des Escoumins. Le chemin laurentien est celui qui se trouve au centre du Saint-Laurent. Le chenal d'Anticosti qui est au-dessus de l'île d'Anticosti. Et le chenal de Nébron, j'en sais rien. Mais le chemin des Escoumins, effectivement, c'est celui qui se trouve ici, sur la partie, vous ne le voyez pas, là, qui se trouve ici, donc entre les deux, entre la Basse-Côte-Nord que vous voyez, cette partie-là, et Terre-Neuve, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie du Canada Est. Avant la question, donc quel lac fluvial de plus de 30 km de long est situé entre Sorel et Trois-Rivières et constitue le dernier grand élargissement du fleuve en amont d'estuaire? Il s'agit du lac Saint-Pierre, un lac qui est très important parce que vous voyez que tout autour, il y a
de nombreuses exploitations agricoles. Donc, ça a aussi un lien évidemment sur l'apport de nutriments qu'on peut trouver dans ce lac. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement, comme le projet Land to Sea. Et enfin, dernière question. Autrefois recherché pour son duvet, ses œufs et pour servir d'appât, quel proche cousin du petit pingouin a été chassé jusqu'à l'extinction au milieu du 19e siècle? Il s'agissait du grand pingouin, donc petit pingouin, et il y avait le grand pingouin. Et sur ce, nous allons voir donc, attention, le halibut, est-ce que ça marche pour le flétan? Oui, ça marche, tout à fait. Le flétan de Dominique, ça marche? Il y avait 0.5. Voilà. Si vous mettiez flétan, ça marchait un peu aussi. Attention, l'enveloppe officielle est ouverte, donc nous allons savoir quelle équipe a été la plus performante et quel pôle a été le plus performant. Alors, l'équipe 2, il y a ex aequo entre deux équipes, c'est les Palourdes et la team JEB à 8,5 points. Bravo! Et la meilleure équipe a été l'équipe des Fucus avec 9 points. Bravo à vous! Et enfin, le moment que vous attendez tous, quel est le pôle qui a le plus performé ce soir? Il s'agit de Rimouski avec 6,65 points sur 10. Et il y a quand même, attention, il y a quand même une mention spéciale pour la meilleure réponse, celle du flétan de Dominique. Voilà. Et bien sûr, ça conclut notre soirée. Je vous remercie d'avoir été présents avec nous pour ce 24 heures de science. Petite info pour ceux qui sont à Rimouski, vous allez avoir un autre événement demain qui se présente sur toute la journée, qui va être un événement de terrain. Vous avez rendez-vous au carrefour de Rimouski pour rencontrer des gens qui parlent de recherche avec des expériences et aussi une sortie de terrain un peu plus tard sur les herbiers. Ça va être passionnant, donc le 24 heures ne se termine pas pour Rimouski ici.